À l'émission Atlas cette semaine, Griot et Teranga, deuxième de 3 émissions sur le Sénégal. Cher Aloïs Van Cleef, se déplacer au Sénégal, c'est prendre contact avec une variété de paysages à peu près uniques en Afrique noire. Au nord, les dernières dunes du Sahara viennent se heurter à la barrière du fleuve Sénégal. En Basse-Casamance, c'est-à-dire au sud-ouest du pays, quelques forêts géantes s'élèvent comme des temples végétaux qui auraient pu inspirer le créateur de Tarzan. Au sud-est, le Fouta Djallon déploie de vertes collines surgissant d'un horizon essentiellement plat. Au centre, dans les régions de Thiès, de Diourbel et de Kaolack, la savane règne, avec ses épineux à bonne distance les uns des autres, ses baobabs séculaires, ses termitières aux allures de cathédrales gothiques et ses bouquets de verdure qui annoncent la proximité des villages. Sur la côte se succèdent, sur 500 km, cordons lagunaires, falaises de latérite, orgues basaltiques déchiquetés par les vagues et douces plages de sable clair et fin, de ci de là ombragées par les cocotiers. Les estuaires du Sénégal, du Saloum et de la Casamance sont largement pénétrés par les marées et comptent des myriades d'îles où hommes et animaux se sont adaptés à une existence amphibie. Ici, tout se mêle, la mer avec la terre, les eaux douces avec les eaux salées. La mosaïque humaine n'est pas moins surprenante. Les principales ethnies que tout le monde connaît au Sénégal, c'est le Wolof, c'est le Toucouleur, c'est le Diola, c'est le Manding, c'est le Sarakolé, bon, c'est le Bassari, c'est le Kognadi, c'est le Baïnounk, hein, c'est le Mankagne, pour ne citer que ces 9-là, pendant qu'il en reste encore. Avec la modernisation, avec les villes qui grandissent, est-ce que les différences ethniques ont tendance à s'atténuer avec le temps? Ah non, à beau multiplier l'environnement par 150 ou 200, ça ne change en rien. Ça ne change en rien. On risque d'en avoir plus, plutôt, mais ça ne diminue rien du tout, les ethnies, parce que c'est tous des conservateurs. Moi, je suis Wolof, je n'entends jamais du reste de ma vie un jour être un Manding. Jamais pour rien au monde. Rien ne pourra me faire opter l'ethnie Manding ou Diola ou Sérère ou Sarakoulé. Je préfère être Wolof, je reste dans ma dignité de Wolof. Les Wolofs peuplent surtout la presqu'île du Cap-Vert et les régions de Thiès et de Diourbel. Mais, traditionnellement commerçants et avides de contact, ils sont aujourd'hui légion dans l'administration publique et nombreux dans toutes les villes du pays. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Sall de Ziguinchor. Oui, ça va? Ça va et vous-même? Vous savez, c'est très difficile de vous avoir. Ah oui, ben, vous avez quand même la chance de m'avoir très tôt aujourd'hui. Allô? Oui, monsieur Sall. Si thème bi, hein? Waaw, thème bi, waaw. Bon, c'est que je voudrais... dama bëggoon def benn proposition là. Allez-y. C'est que thème yi, bon, ici à Ziguinchor par exemple. Oui, Bon, dañ leen di bëgg a jot. Bon, toute la soirée, duñ la mën a jot. c'est ça. Bon, léegi. Est-ce que seen thème yi? Oui. Une proposition, hein? Allez-y. Est-ce que seen thème yi? Waaw. Biñ ko mën a am, par exemple, dans le journal de 20h. Parce que là-bas, de là, dinañ mën a réfléchir. Si le français demeure la langue de l'éducation, le Wolof s'est acquis la faveur populaire. C'est la langue d'échange la plus courante, celle qui, mieux que le français, établit le lien national entre les ethnies. En tant qu'intellectuel africain qui milite pour le panafricanisme
je me situe au-delà des considérations ethnocentriques. Et je me réjouis qu'au niveau du Sénégal, en tout cas, que ce fait-là ne soit pas un élément qui oppose les populations entre elles. Je m'explique que le Diola ou le Wolof se sent très à l'aise aussi bien à Dakar comme à Ziguinchor et que le Wolof est en train de devenir la langue la plus utilisée à travers le territoire national. Ce serait, à mon avis, ultérieurement un facteur d'unité. Sur le fleuve Sénégal habitent les agriculteurs sédentaires tout couleur, qui ont été les pionniers de l'islamisation du pays. Tandis que les Peuls, leurs cousins germains, occupent avec leurs troupeaux de zébus les savanes du Ferlo, du Sénégal oriental et de la Haute-Casamance. Les Mandingues descendent de fiers conquérants maliens. Ils ont grandement participé eux aussi à l'islamisation. Ils occupent les rives des fleuves Casamance et Gambie. Les Sérères se trouvent surtout dans la région de Kaolack et sur la Petite Côte. Enfin, parmi les peuples ayant conservé intactes leurs coutumes et leurs croyances animistes, on trouve les Diola et les Floupes de la basse Casamance, de même que les Koniagis et les Bassaris à la frontière de la Guinée. Arrêtons-nous un moment à Ziguinchor, capitale régionale de la Casamance, qui, avec ses 80 000 habitants et toutes proportions gardées, s'avère aussi cosmopolite que la capitale nationale. Cela nous permettra de voir quelques femmes qui vivent en Casamance à travers leurs propres yeux, mais aussi par le regard que l'homme porte sur elles. La femme sénégalaise observe une sorte de silence à propos d'elle-même. Elle semble vivre en premier lieu pour sa famille et pour son mari, qui la voit un peu comme on voit Mariama, la mère du Christ, non pas éternellement vierge, mais éternellement mère, et capable de porter tous les fardeaux du quotidien sur ses épaules, de tout comprendre et de tout pardonner. J'ai l'impression que la femme, jusqu'à un certain point, elle est faite de silence, de beaucoup de silence ici. On lui apprend très tôt à se taire et à accepter ce qu'elle a à vivre, j'ai l'impression. Et puis jusqu'à un certain point, je me demande si c'est pas aussi, avec le temps, un refuge dans lequel elle va aller se mettre avec les autres femmes, les autres qui vivent la même chose. C'est difficile à expliquer. Elles vivent, c'est comme s'il y avait ici deux sociétés qui se côtoient. Une société de femmes, mystérieuses, parce qu'elles veulent l'être mystérieuses, j'ai l'impression. En fait, on les comprend très difficilement. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles ne disent finalement que ce qu'on veut bien qu'elles nous disent. Et je pense, comme je le disais, qu'elles veulent jusqu'à un certain point demeurer un peu à l'écart de ce qui se fait. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est opprimée. Par rapport à ce qu'on connaît, on pourrait certainement dire, en tout cas, qu'elle n'a pas le pouvoir d'être ce que la femme est chez nous. Il y a parfois des moments où quand je vois les femmes dans les villages qui font beaucoup de boulot, on n'a pas assez dit là-dessus. On donne beaucoup d'images très, très bucoliques de la femme en Afrique. C'est très joli de la voir porter
les choses, aller au marché avec ses boubous de couleur, ses robes de couleur, mais on imagine mal la somme de travail qu'il faut pour en arriver là. C'est elle, finalement, qui assure littéralement la vie dans la famille. Et jusqu'à un certain point, l'homme est très absent de ça. Il y a une femme qui me faisait la remarque, il n'y a pas tellement longtemps, une femme qu'on connaît tous les deux, et qui me disait, tu sais, l'homme s'occupe de son enfant à la naissance et au baptême, et après il la confie à sa femme, jusqu'à sa majorité, finalement. C'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui porte l'eau, c'est la femme qui porte le bois, c'est la femme qui porte l'homme aussi, jusqu'à un certain point. C'est la femme qui prépare tout du matin jusqu'au soir. L'étranger n'entendra jamais la femme sénégalaise se plaindre en évoquant son propre sort. La paysanne s'attardera plutôt aux problèmes liés à son environnement immédiat et dont les solutions importent surtout pour la sauvegarde du groupe. Autrement dit, ces doléances ne seront jamais individuelles. Je dirais qu'une famille sénégalaise n'a pas de patron, mais une famille sénégalaise doit avoir une patronne. Quand je parle de patron, vous savez automatiquement où ce que je veux en venir, je veux m'adresser à la femme. Je dis que si la femme est la femme idéale qu'on aurait souhaité, tout va bien. Mais si ce n'est pas la femme qu'il faut, tout va mal. Tout va mal parce que c'est la femme qui est la maîtresse même de la maison. Moi, je prends toujours tout ce que je vous dis, je me prends comme exemple. Hein. Prenez mon cas, moi je suis arrivé au projet canadien en 1977. Pendant que ma famille était logée à Thiès, je suis distant de 400 km de ma famille. 13 ans, cette situation a duré 13 ans d'affilée. J'étais coupé d'avec mes enfants, d'avec ma femme, d'avec mes parents, d'avec tout le monde. Mais j'étais le seul absent de la famille. J'étais là. Mais les autres, ils étaient tous regroupés à un même point et rien ne leur a fait défaut. Vous vous rendez compte? Mais pour que ceci se passe comme ça, c'est qu'il y a eu un patron. Sinon, mais rien n'allait marcher. C'est elle qui est là qui doit servir de régulatrice de toutes les situations. S'il manque, c'est elle qui doit se démerder. S'il y a des soins, c'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui s'occupe en quelque sorte de tout. Dans mon cas, par exemple. Mais même si le mari, même si j'étais sur place, on ne pourrait en aucun moment se débarrasser des services de la femme. Je fais fi des repas qu'elle me prépare, des linges qu'elle prépare, de l'amour que nous partageons. Je fais fi de tout ceci. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la réception des camarades. Il y a certaines fréquentations de famille où ce n'est pas l'homme qui doit être représenté, c'est la femme qui doit représenter la famille. Il y a tout un tas de choses comme ça. Ce qui veut dire que dans le milieu urbain comme dans le milieu rural, c'est à peu près la même chose. Mais c'est plus dur maintenant en milieu rural parce que, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la femme en milieu urbain, il s'y ajoute que la femme du milieu rural a encore, plus que ce que j'ai dit tout de suite, une charge écrasante de dur labeur à entreprendre. Elle est la première à se lever et elle est la dernière à se coucher. Au premier chant du coq, la femme du monde rural est déjà sur pied. C'est elle qui doit puiser de l'eau, c'est elle qui doit piler le mil pour le petit déjeuner du matin, c'est elle qui doit balayer la maison, c'est elle qui doit faire le linge, c'est elle qui doit aller chercher le bois mort en brousse, c'est elle qui doit préparer le repas de midi, c'est elle qui prépare le repas du soir. Qu'est-ce que vous voulez que cette femme-là devienne à la longue? Une loque, ni plus ni moins. La femme sénégalaise, je ne peux pas en parler sans me lever contre le syndicat des hommes. À l'échelle de la planète, comme je l'ai écrit dans mes livres, et à l'échelle de la planète en général, en Afrique au sud du Sahara en particulier, et dans le monde arabo-musulman singulièrement, il existe un syndicat à la fois archaïque et anachronique qui s'accroche à la sauvegarde de ses avantages acquis. C'est celui des hommes. Pour les adeptes de ce syndicat au nord, n'acceptent pas à davantage partager le pouvoir, suivant la proportion des sexes. Dans le sud, les adeptes de ce syndicat ne se sentent pas en plus concernés par ces corvées harassantes, improductives, qui réduisent la femme et les enfants au rang de bêtes de somme. Et la condition de la femme sénégalaise est donc très difficile. Les corvées harassantes, improductives l'accablent quotidiennement. L'exode de l'eau,
la mouture des graines, la recherche du bois de chauffe. Quotidiennement, elle effectue des tâches qui diminuent son espérance de vie. J'ai fait un calcul dans un village sénégalais où j'ai pris l'emploi du temps annuel de la femme et de l'enfant. Quand j'ai fait le bilan, la journée moyenne, l'horaire moyen journalier d'un homme, ce dernier travaille à peine 5 heures de temps. Alors que la femme travaille quotidiennement plus de 13 heures de temps. Et 50% du temps de travail de la femme est constitué de corvées harassantes et improductives qui réduisent son espérance de vie. Je pense que si on veut nous développer, il y a 2 choses qu'on doit revoir. D'abord, les hommes sont nombreux. Et les hommes ne travaillent pendant une courte période, la période des cultures. Le reste, ils croisent les bras en attendant les pluies. Il faudrait donc, par des techniques alternatives, qu'on réussisse à faire de l'exore de l'eau à partir des puits profonds, par des techniques très simples, pour permettre donc à ces hommes-là de s'occuper dans des domaines très variés comme l'arboriculture, l'embouche bovine, l'embouche ovine, etc. Par des techniques très simples également, on doit soulager la femme. Et de ces corvées donc que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire l'exore de l'eau, la mouture des graines, le transport du bois, la recherche du bois, le transport de l'eau. Donc voilà les corvées dont il faut vraiment s'occuper pour soulager la femme. Et une des conséquences fondamentales, c'est que c'est à cause de ces corvées ces corvées du moins ont une incidence sur le taux d'explosion démographique. Parce que ce taux-là, ce n'est rien d'autre qu'un besoin de main-d'œuvre. Il ne traduit qu'un besoin de main-d'œuvre qui ne dit pas son nom. Et pour qu'une campagne de limitation des naissances de régulation, parce que je préfère ce mot, le mot limitation, ça effraie. Donc une campagne de régulation des naissances puisse réussir en Afrique au sud du Sahara et surtout en particulier au Sénégal, il faudrait irrémédiablement commencer par résorber les carences énergétiques qui sont à la base de l'ensemble de ces corvées harassantes et improductives. Quant à la femme du milieu urbain, elle continue de se voir à travers le prisme social, même lorsqu'elle occupe un emploi, additionnant ainsi les problèmes de la femme moderne occidentale à ceux que rencontre une femme africaine en milieu traditionnel. La famille demeure le pivot central de son existence. Oui, c'est très important, la famille pour une femme sénégalaise, parce qu'une femme, un homme vraiment doit avoir une femme dans sa maison pour pouvoir mieux faire le repas, les travaux ménagers, s'occuper des enfants, s'occuper de ton mari, de la cuisine et des étrangers qui viennent voir ton mari et toi aussi. La femme travaille plus que l'homme parce que c'est la femme qui reste dans la maison. Même si la femme travaille, la femme reste plus dans la maison que l'homme. Parce que l'homme en général, s'il quitte le matin, il revient à midi, il mange, des fois il se couche un peu, il retourne dans son boulot. Des fois il revient vers 18h, ça dépend, ou bien même 20h. Il ne sait presque pas ce que se trouve dans la famille. Il ne s'occupe presque pas des enfants. C'est la femme qui fait tout ce travail-là. À un plus haut niveau de l'échelle sociale, comme partout au monde, la femme sénégalaise aura accès à une main-d'œuvre domestique peu coûteuse. Et malgré les inévitables difficultés qu'elle rencontrera pour concilier son rôle d'épouse et de mère avec sa carrière, elle composera plus facilement avec sa situation. Oui, c'est difficile, mais c'est une question d'organisation. Il faut savoir s'organiser. Quand on aime un métier, il faut s'y mettre sérieusement, s'organiser avec la famille. J'ai 3 enfants, un mari qui est médecin. C'est pas tellement facile avec lui. Il voyage beaucoup, il est souvent à l'université, il donne des cours. Mes enfants j'en ai une qui a 13 ans, l'autre a 6 ans et le tout petit, il a 2 ans. Mais j'essaie de m'organiser. Il m'arrive de travailler le week-end, toute la journée pratiquement. Mais c'est une question d'organisation. Je m'organise le maximum possible. Et là, je m'en sors. Dans les pays islamisés en voie de développement, la pratique de la polygamie pose un certain nombre de problèmes, le moindre n'étant pas son incidence relative à l'explosion démographique. Voici confrontées
les visions de quelques Sénégalais et de quelques Sénégalaises. Oui, il y a un grand avantage pour la femme d'avoir sa copine à côté. Pour celle qui n'a pas une coépouse, ne peut pas savoir l'avantage mais une fois qu'elle a une coépouse, elle se sent un peu libérée de certaines difficultés qui pourraient lui arriver au niveau de la famille. Tu sais, chez nous en Afrique, on est conditionné. La femme, elle a des problèmes au niveau de sa famille, elle est appelée à bouger. Elle peut tomber malade. C'est pas facile de laisser les enfants aux mains d'une bonne qui peut même le soir elle rentre ou même si elle rentre pas, elle reste, mais elle ne peut pas remplacer la femme mariée parce qu'elle ne connaît pas d'abord les problèmes de la famille. Et même si elle connaît, si c'est une bonne mariée, les problèmes qu'elle peut vivre peut-être au niveau de sa famille là-bas peut ne pas correspondre à la réalité que veut le mari dans sa maison, dans sa famille. Moi, je suis contre la polygamie. Il y a des femmes qui habitent dans les grandes maisons. Pour être polygame, c'est bien parce que ça te permettra, quand tu es de tour, comme on dit, travailler et quand tu es libre, tu vas vaquer à tes besoins personnels. Je n'aime pas la polygamie. Je n'aime pas. Je ne souhaiterais pas, en tout cas, que mon mari devienne polygame. Elles sont contraintes, quoi. Aucune femme n'aime la polygamie pratiquement, hein, mais on y est obligé. Oui, on se plie, dans ce cas, on se plie. Enfin, si c'est des femmes, si c'est en milieu rural, hein, c'est pour le travail surtout. Si les femmes, là, tout de l'avantage, c'est en ce qui concerne le travail, des champs par exemple et tout là. Bon, ils font de gros travaux, quoi. En ce moment, ils aimeraient bien être 3 à 4, ça ne les dérangerait nullement. C'est pour aider au travail, quoi. La polygamie, pour moi, je suis un adepte, un partisan de la polygamie. Dans la mesure où je pars du principe que dans toutes les sociétés, en tout cas dans beaucoup de sociétés, si on fait le rapport, le nombre d'hommes sur le nombre de femmes, c'est toujours supérieur à 1. Ça veut dire donc que s'il y a des hommes qui se contentent d'une femme, il y aura toujours donc des femmes qui seront sans époux. Et c'est pourquoi je dis que la polygamie qu'avaient inventée nos ancêtres avait donc pour but de régler certains équilibres. Parce qu'il est clair et évident que les femmes mariées ne seront pas à passer des hommes toute leur vie. Ça fait d'elles des gens frustrés. Les hommes également, dans leur égoïsme, exploitent les faiblesses de ces dernières. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la polygamie, adaptée aux moyens de l'époux, est une nécessité pour nous éviter les dérapages que nous connaissons aujourd'hui. Dans le monde euro-américain, les gens sont des amants et des maîtresses. En Afrique, là où règne la polygamie, les gens sont des deuxièmes bureaux. Je ne dis pas que la polygamie règle tout, mais elle peut atténuer ce problème-là. La polygamie, moi, c'est bien. Moi, je le trouve, c'est une bonne chose. Comme nous, moi, je vis en famille, donc ça ne me dérange pas d'avoir une coépouse. Bon, moi, je dis que la polygamie n'est pas à la portée de n'importe qui, d'abord, pour commencer. Parce que pour être polygame, il y a des critères qu'il faut remplir. Il y a des aptitudes qu'on doit avoir pour être vraiment le monsieur qui a droit à la polygamie. Malheureusement, 99,3% des polygames ne totalisent pas ces caractères, ces caractéristiques, ces qualificatifs pour accéder au mariage. Ils se basent simplement sur une chose, ça me plaît, je vais me marier, ou bien je veux changer de chemise, je vais me remarier, ou alors j'ai de l'argent, je peux me permettre d'en ramasser 3 ou 4. Voilà leurs arguments au départ. Or que ce ne sont pas des problèmes comme ça qui doivent pousser l'individu à opter pour la polygamie, loin de là. Moi, je crois que d'abord, il faut se forger d'abord les caractères d'un polygame. Pour être polygame,
il y a des bases. La base principale, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faudrait être sûr qu'on est à même d'être juste avec les deux. Ça, c'est la première condition que même notre religion nous exige. Soyez certains que vous pouvez les traiter au même pied d'égalité. Ça, c'est d'un. De deux, il faudrait que tu sois à mesure d'entretenir ces deux au même pied d'égalité. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième critère, il faudrait que physiquement, tu sois apte à les satisfaire. La polygamie, moi je suis contre la polygamie parce qu'en général, ça perturbe le ménage. Des fois, tu restes bien avec ton mari des années, 10 ans ou plus de 10 ans, mais une fois que l'homme commence à chercher une autre femme, ça perturbe le ménage. Moi, en principe, je ne vois pas davantage parce que moi, je suis là actuellement. J'étais avec mon mari, très bien avec lui, mais après 11 ans de mariage, je ne sais pas, lorsqu'il a commencé à chercher une autre femme, mais finalement, on s'est séparés. La polygamie, si je dois dire quelque chose, pour moi, c'est la polygamie qui freine le développement du Sénégal. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. C'est ainsi que le poète Léopold Sédar Senghor louait la femme africaine. Lorsque des auteurs masculins s'intéressaient à elle, c'était pour la louer, la chanter en tant que beauté, féminité, objet sexuel, muse et mère souffre-douleur, ou pour faire une analyse de ses rapports avec le blanc et le nègre, ou encore son procès et la reléguer au rang de la sauvagerie, nous dit Awatiam avec un brin d'amertume dans son livre « La parole aux négresses ». Après avoir abondamment donné la vie, la femme sénégalaise la cultive, l'abreuve et la nourrit dans une abnégation totale du matin jusqu'au soir de sa vie. Cher Aloïs, nous rencontrerons la semaine prochaine l'homme sénégalais et nous parlerons avec lui du développement de son pays. Nos invités étaient Laurent Sambou, Oumar Diop, Michael O'Leary, Aliou Nian, Bintou Kébé, Marie-Nian Badiane, Joseph Bass, Sénabou Fall, Alima Diallo et Mariama Dramé. Ont collaboré à cette émission, à la recherche, aux entrevues et à la narration, Jean-Marc Cormier, à la discothèque, Arsène Cormier, à la régie technique, Val Bernatchez. C'est une réalisation de Doris Dumais et une production de Radio-Canada FM à Rimouski. Ici Jean-Marc Cormier. Bonne fin de soirée à notre antenne, mesdames, messieurs.